Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le business en ligne et j'ai pu tester pas mal de business différents durant cette aventure. Certains business m'ont plu, d'autres que j'ai absolument détestés. Et justement, dans cette vidéo, on va voir les 5 pires business en ligne pour un musulman. Et je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin car le dernier va en énerver plus d'un. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mauvais business en ligne? Premièrement, c'est un business en ligne qui n'a pas d'indépendance. Donc, ça va être juste une tâche qu'on va faire pour un autre business qui va être au-dessus de nous. Et justement, c'est ce business au-dessus de nous qui va nous donner les instructions. Donc, en fait, on va être totalement dépendant à ce business en ligne qui est au-dessus de nous et c'est lui qui va nous donner les instructions. Et bien sûr, il faudra que la personne qui nous donne les instructions soit une personne éthique, donc par exemple qui ne fait pas la promotion de femmes dénudées sur des sites, etc. Parce qu'en fait, sinon, c'est nous qui allons devoir effectuer ça. Également, un mauvais business en ligne, c'est un business en ligne qui n'est pas scalable, donc qui ne va pas nous permettre de monter rapidement en argent. Il y aura toujours un plafond de verre. En termes de temps, on n'aura pas le temps de tout faire et on va se limiter à 1000, 1500, 2000 euros. On ne pourra jamais aller au-dessus. Un business en ligne remplaçable par l'IA est un mauvais business en ligne parce que vous voyez maintenant autour de vous que tout le monde utilise ChatGPT ou bien toutes les intelligences artificielles et elles ont pris énormément de métiers et il ne faut pas justement que le business dans lequel on veut se former puisse être remplacé par une intelligence artificielle, que ce soit maintenant, dans 6 mois ou dans un an. Une concurrence saturée fera que ce business en ligne sera mauvais. Pourquoi? Parce qu'on devra absolument tirer nos prix vers le bas et augmenter la qualité de nos services pour être compétitif. Et pour finir, un mauvais business en ligne, c'est un business qui a un gros investissement financier de départ pour peu de bénéfices. Le 5e business en ligne que je vous présente aujourd'hui et qui est mauvais pour moi, c'est Amazon. Qu'est-ce qu'Amazon? C'est le fait de vendre des produits donc sur Amazon achetés en stock depuis la Chine. Premièrement, pourquoi c'est mauvais? Car il y a un investissement énorme de 5000 euros minimum. Donc 5000 euros minimum pour un débutant. Pour certains, ça peut paraître peu, mais pour quelqu'un qui veut juste débuter, se lancer dans le business en ligne, c'est énorme, sans compter l'investissement également chronophage que représente Amazon. Ça prend énormément de temps de faire sa première commande, de faire son premier stock de Chine pour l'envoyer jusqu'aux entrepôts d'Amazon. La marge chez Amazon est également extrêmement faible. Pourquoi? Parce que sur chacune de nos ventes, Amazon va prendre un gros pourcentage, donc en fonction de la catégorie de notre produit, ça peut aller de 10 jusqu'à 25%, il me semble, et sans compter les frais d'expédition qui sont à notre charge lorsqu'on fait expédier notre produit par Amazon. Donc en fait, si on n'a pas un produit qu'on vend suffisamment cher, toute notre marge va partir. Moi, je connaissais quelqu'un qui vendait des produits sur Amazon à 25 euros, sur lequel il se faisait juste 2 euros de marge sur chaque vente. Également, on va être sous l'autorité d'Amazon. Donc, on va avoir notre boutique sur Amazon et si Amazon décide du jour au lendemain de la fermer pour telle ou telle raison, ils peuvent absolument, c'est de leurs conditions générales de vente et on est sous eux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, si Amazon décide d'une loi ou d'une autre, on n'aura pas le choix que de s'adapter à cette loi-là. La concurrence sur Amazon est également très inégale. Pourquoi? Parce qu'on va être en concurrence avec des vendeurs chinois, donc qui sont directement en contact avec l'usine ou qui sont eux-mêmes des usines, qui vont se permettre de vendre à des prix beaucoup plus bas que nous, car justement, ils touchent ces produits-là beaucoup moins cher. Et il y a une très grosse pression logistique sur Amazon également. En fait, on doit toujours avoir un stock de notre produit sur Amazon parce que si on n'a plus de stock dans nos listings, donc dans notre produit, on va déranker, on va baisser dans les résultats de recherche Amazon et ça, c'est catastrophique. Également, chez Amazon, on n'a aucune relation client donc avec les personnes à qui on vend nos produits. Je vous donne un exemple. Imaginons une personne n'arrive pas à utiliser notre produit et elle signale à Amazon que le produit du coup est défaillant ou qu'elle ne le veut plus. Et bien en fait, Amazon, il va tout simplement renvoyer le produit. Donc la personne va renvoyer le produit dans les locaux d'Amazon et vous allez devoir rembourser la personne sans même pouvoir lui expliquer comment fonctionne le produit et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rembourser. Pour finir, sur Amazon, il y a beaucoup de risques de copie. Donc, par exemple, lorsque vous allez faire un produit qui marche bien, vous allez avoir peut-être dans un mois, 2 mois, 10 concurrents qui vont arriver d'un coup comme ça, ou bien même pire, Amazon peut baisser votre listing et utiliser son fameux Amazon Basics pour utiliser votre produit et le mettre sous leur marque à eux. En numéro 4, la création de sites web. Qu'est-ce que la création de site web? C'est le fait de réaliser des sites internet clés en main pour des clients.
Le premier gros problème, ça va être qu'on a une dépendance totale à nos clients. Si un client souhaite que sur notre site, on affiche par exemple un mannequin de femme, ou bien il souhaite mettre de la musique, on ne pourra pas lui dire tout simplement, bon bah non, moi c'est ma religion, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, etc. Lui il va dire, bon bah d'accord, c'est ta religion, il n'y a pas de souci, bah moi je prends quelqu'un d'autre qui pourra me le faire. Et c'est comme ça que ça va se passer malheureusement. Donc en fait, dans la création de site web, on est sous un client qui nous donne des lignes, tout simplement des lignes d'instruction qu'on va devoir faire et on ne pourra pas du tout négocier ces lignes-là. Également, il y aura de la difficulté à fidéliser l'audience. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un site internet pour quelqu'un, en général, il a besoin d'un seul site internet. C'est pas quelque chose de récurrent qu'il a besoin tous les mois, toutes les semaines, etc. Donc, bien sûr, c'est difficile à fidéliser. On aura un seul service par personne en général. Le troisième point qui est primordial, c'est que la concurrence est énorme. On vient de parler qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vous demander des sites, qui vont vous demander de mettre des choses qui sont détestables sur notre site. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir aller demander des sites à des gens donc musulmans qui sont éthiques, qui respectent leur religion. Mais malheureusement, il y a tellement de concurrence sur la niche, justement sur cette niche-là, que c'est totalement saturé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez voir sur Instagram, c'est 90% des vendeurs de formation, ce sont des vendeurs de formation de création de sites web. Et en fait, ces mêmes vendeurs de formation, en général, c'est des gens qui eux-mêmes précédemment ont suivi des formations, ne sont pas arrivés à vendre des sites parce que justement ils ont vu qu'il y avait trop de concurrence, c'était pas possible. Les gens tirent trop les prix vers le bas, il y a trop de monde qui vend des sites justement pour les musulmans. Et en fait, ils se sont dit, bon bah maintenant j'ai des compétences, j'ai un savoir-faire, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux pas vendre de sites. Bon bah je vais lancer une formation, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de vendeurs de formation de sites web et tellement justement de gens qui réalisent aussi des sites web. Donc la concurrence est gigantesque et je vous conseille absolument pas de vous heurter à ça. Pour mon exemple, dans ma formation, j'ai énormément de personnes qui avaient déjà fait des formations de création de sites et qui ne sont pas arrivées à vendre ne serait-ce qu'un seul site parce qu'il y a trop de concurrence. Également, il y aura ce qu'on appelle une barrière technique. Pourquoi? Parce que les besoins des clients sont croissants. Imaginons une personne, elle vous demande un site. Donc déjà, alhamdoulilah, elle vous a demandé un site, c'est rare. Elle va souvent vous demander de faire plus que le site. Donc souvent, elle va vous demander de mettre des choses en plus, de faire des choses automatisées que souvent, lorsque vous vous formez en étant débutant à la création de site web, vous ne savez pas faire. Elle va également vous demander de faire des choses pour le SEO, donc pour monter dans les résultats de recherche, que vous n'avez pas spécialement la compétence de faire et tout. Donc en fait, il y aura toujours des barrières techniques à la création de site web. Et ceux en général qui font de l'argent avec les sites web, c'est les anciens qui sont dans ce milieu-là, qui maîtrisent vraiment parfaitement les outils comme WordPress, qui font des sites codés, etc. Mais si vous êtes débutant, vous allez vraiment vous heurter à une grosse barrière technique. Également, c'est un business en ligne qui est remplaçable par l'IA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout simplement des sites qui vous font des sites eux-mêmes. Vous leur dites juste, voilà, je veux que mon site il fasse comme ça, je veux qu'il y ait telle couleur, je veux qu'il y ait tel logo, je veux qu'il y ait ça. Et en fait, en littéralement 2 minutes, il va vous faire un site de A à Z. Et ça se démocratise de plus en plus. C'est de plus en plus facile de faire ça. Dans le même esprit, il y a des plateformes alternatives pour faire son site soi-même. Je pense notamment à WordPress, à encore mieux Shopify, ce qu'on utilise dans la formation, justement pour faire son site soi-même. Et c'est extrêmement facile aujourd'hui de faire son site. Les gens ne veulent plus aujourd'hui dépenser 1000, 1500 euros, 2000 euros pour faire un site, alors qu'ils peuvent tout simplement se former à la création de sites web sur Internet gratuitement et faire leur site eux-mêmes sur Shopify. C'est extrêmement facile. Pour finir, les prix que vous allez pratiquer lorsque vous allez vous former à la création de site web vont être tirés vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment que la concurrence était énorme, elle était gigantesque. Et bien sûr, quand il y a trop d'offres, et ben en fait, le prix que vous allez devoir pratiquer va être revu à la baisse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des gens qui se forcent à pratiquer des sites web à 150, 200 euros, 300 euros, alors que si vous demandez à des gens qui faisaient de la création de sites il y a 10 ans, ils vous disaient, nous, on faisait des sites pour 2000, 2500 euros, voire beaucoup plus, 5000, 6000 euros. Et aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que vous allez rien prendre dessus. Vous allez vraiment manger des cacahuètes sur chaque vente, alors que déjà, c'est difficile d'avoir des clients. En troisième, community manager. Qu'est-ce qu'un community manager? C'est le fait de gérer les réseaux sociaux d'une entreprise. Pourquoi est-ce que c'est un mauvais business en ligne? Donc, premièrement, il va y avoir une forte concurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui pensent que juste voilà, poster sur les réseaux sociaux, faire des petites images sur Canva, c'est facile. Donc, ils se disent, voilà, c'est de l'argent facile, je suis à l'aise sur les réseaux, donc je vais le faire. Ce qui fait qu'on a une grosse concurrence.
C'est également un travail qui est très chronophage. Pourquoi? Parce que on va devoir faire du design, on va devoir écrire des posts, on va devoir poster à une certaine heure tous les jours, on va devoir répondre aux clients, on va devoir faire des réels, on va devoir faire vraiment beaucoup de travail et ça prend trop de temps par rapport à la rémunération qu'on va avoir. Également, on a des clients qui vont être très instables. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on débute, on va avoir également des business qui débutent justement, qui ne veulent pas payer trop cher. Donc, ils vont prendre des gens qui sont nouveaux dans le community manager et qui ne prennent pas trop cher. Donc, en fait, ces clients-là, ils vont vous demander de faire un certain travail. Mais imaginons leur business en ligne ne marche pas. C'est des clients qui sont instables. Ils vont vous dire, bon, ben, on arrête. Mon business en ligne ne marche plus. J'arrête. Et du coup, votre travail va s'arrêter. Vous allez perdre un client. Et la rémunération est limitée. En général, un community manager par marque touche entre 200 et 500 euros. Donc ça, c'est pour une marque, ça peut paraître bien pour certains, juste pour poster des petits posts, etc. Mais le problème, c'est qu'on en arrive à l'avant-dernier point qui est que vous allez avoir une pression constante qui va potentiellement mener à la schizophrénie. Pourquoi? Imaginons que vous gérez une page Instagram d'une marque qui vend des vêtements de sport. Ensuite, vous gérez une autre marque, par exemple, qui va vendre des ordinateurs portables. Et vous allez gérer une troisième marque, par exemple, qui vend des meubles. Et bien, en fait, vous ne saurez plus où donner de la tête. Est-ce que c'est des meubles? Je dois répondre à tel client pour les meubles. Vous devez poster sur ça. Vous devez faire une identité graphique pour la boutique qui vend des vêtements, etc. Donc en fait, vous allez un petit peu perdre la tête, comme on dit, à droite, à gauche, vous allez plus trop comprendre ce que vous faites. Ça peut vraiment être difficile psychologiquement. Également, il faut des très bonnes compétences en design et en copywriting parce que c'est vous qui allez faire les posts Instagram ou bien si c'est sur les posts sur Twitter, il faut que vous écrivez vraiment, vraiment bien. Pareil sur LinkedIn, donc il faut pas mal de compétences et moi je trouve que pour toutes ces compétences-là, vous pourriez gérer vous-même votre business en ligne et être votre propre community manager. En deuxième, on retrouve le copywriting. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'écrire des textes de vente comme par exemple des emails, des pages de vente, des publications, etc. C'est vraiment le fait d'écrire pour vendre. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est un mauvais business en ligne? Parce que c'est difficile à valoriser. Comme je viens de le dire, c'est juste le fait d'écrire. Et en fait, les gens qui connaissent pas trop le business, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, bon, bah, c'est juste le fait d'écrire, je vais pas le payer trop. Par exemple, voilà, pour un mail, je vais payer 20 euros, 30 euros. Alors qu'en général, les mails, un seul mail, ça peut aller jusqu'à 100 euros, 200 euros, 300 euros, voire beaucoup plus. Donc, c'est très difficile à valoriser. Également, comme le community manager, vous allez avoir un manque de contrats récurrents parce que c'est des marques qui, en général, prennent des copywriters pour un ou deux mails et pas vraiment pour un temps énorme. Ensuite, c'est un business qui est très difficilement scalable parce que juste déjà pour trouver un client, c'est déjà pas mal. Si on prend un client à 300, 400 euros par mois, c'est déjà pas mal. Mais vraiment, pour arriver à un bon salaire, on va devoir en avoir 3, 4, 5. Et pareil, en fait, on va devoir gérer le copywriting d'une marque de vêtements, le copywriting d'une marque, je sais pas, d'ordinateur, le copywriting d'une marque de meubles, etc. Donc, c'est une grosse pression sur nous. Et cette grosse pression-là, on va aussi l'avoir de la part des clients. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des clients débutants dans le commerce qu'on va avoir et ils attendent de vous que vous leur apportiez vraiment des résultats, vraiment des ventes concrètes, contrairement au community manager qui, lui, va juste faire des posts intéressants. Et pour moi, c'est le business en ligne dans cette liste qui est le plus facilement remplaçable par l'intelligence artificielle. Pour ceux qui connaissent ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la rédaction de texte en ligne. Donc en fait, à partir du moment où vous savez utiliser ChatGPT, comme on apprend à le faire complètement dans la formation Moi Agile.com, vous pouvez écrire des pages de vente complètes, que ce soit des mails, que ce soit des pages produits, que ce soit des publications. Encore faudrait-il savoir bien l'utiliser, mais c'est complètement remplaçable par l'IA. Et pareil, comme pour les business qu'on a vu avant, on est juste quelqu'un qui fait du service. Donc les gens, ils tire les prix vers le bas. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du copywriting parce qu'ils pensent que c'est facile, ChatGPT, etc. Et donc, en fait, vous allez avoir des prix tirés vers le bas. Vous allez travailler beaucoup plus que ce que vous allez gagner. En première position, pour moi, le pire business en ligne pour un musulman, surtout en termes d'éthique, c'est le closing. Donc, qu'est-ce que le closing? C'est la vente par téléphone de produits en général high ticket. Donc, high ticket, c'est des produits qu'on va vendre cher, comme des formations, des accompagnements, etc. Donc, le closer, donc celui qui fait du closing, il va appeler des clients, il va avoir une liste de numéros à appeler de gens, par exemple, qui sont intéressés par une formation et il va tout simplement essayer de leur faire passer à l'achat. C'est la dernière personne que le potentiel client va avoir au bout du fil avant d'acheter. Et souvent, ces closers-là, ils ne maîtrisent pas du tout leurs produits qu'ils vendent. En fait, ils n'ont jamais fait en général les formations qu'ils vendent, ils n'ont jamais fait les accompagnements, ils ne connaissent pas trop. Et en fait, c'est pour ça que c'est un métier avec un manque énorme d'éthique. Pourquoi? Car pour compenser ce manque d'informations, en général, les closers vont faire ce qu'on appelle de l'exploitation émotionnelle.
Par exemple, ils vont parler, ils vont laisser parler leurs prospects. Ils vont dire, voilà, par exemple, moi, je suis en France, j'aimerais bien faire Hijra, etc. Et ils vont leur dire, bon, bah, c'est bon, c'est fait pour toi, etc. Même si la personne au bout du fil n'a pas spécialement les moyens et il lui fait remarquer au closer, le closer, en fait, il s'en fiche un petit peu. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de service après-vente. Son seul but, c'est de prendre une commission sur la vente de justement de ses produits high ticket. Et donc, en fait, lui, que la personne ait de l'argent ou pas, tant qu'elle paye, lui, il prend sa commission. Et c'est pour ça, en fait, que son manque d'information, il va le compenser par une exploitation émotionnelle. Il va lui dire, oui, t'inquiète pas, tu peux emprunter, la personne, elle va te le rendre, toi, tu vas lui rendre en x10. En fait, elle va faire ce qu'on appelle de l'exploitation émotionnelle en jouant sur les peurs et les espoirs de son prospect. Et souvent, le closer n'aura pas de considération envers son interlocuteur parce qu'en fait, il le voit juste comme une personne qui doit acheter la formation pour que lui, il puisse gagner de l'argent. Donc, l'interlocuteur, il va croire que le closer, c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui veut son bien, qui veut lui vendre une formation bien, etc. Mais le closer, il s'en fiche un petit peu parce que la formation, il ne la connaît même pas. Il ne connaît pas l'accompagnement, il ne l'a pas faite, il n'a pas fait de résultat avec. Donc, en fait, il s'en fiche un petit peu, il veut juste lui vendre. Et l'interlocuteur, vu que le closer joue sur ses peurs, et ben en fait, il va l'écouter, il va croire que c'est son ami, etc. Mais c'est pas du tout son ami. Et au final, vous verrez que pas mal de closers, dans la vraie vie, ils essaient de vendre ces formations-là à leurs amis, ils essaient de les vendre à leur famille, etc. Et en fait, ça devient des gens qui sont même plus fiables parce qu'ils ne veulent plus vendre à leur entourage des formations qui sont bien, mais ils veulent juste prendre leur commission sur chaque vente. Et pour moi, je trouve ça vraiment catastrophique pour un musulman. C'est pas un signe de confiance pour moi qu'une personne fasse ça. Également, le closer, il aura aucun service après-vente. Ça veut dire que le closer, il fait sa vente, que la formation soit bien ou pas, il fait sa vente, il a sa commission et derrière, il s'occupe pas du tout du service après-vente. Ça veut dire que si la personne qui a acheté la formation ne lui plaît pas, elle revient vers lui, elle lui dit bon voilà, ça me plaît pas, le closer il va dire bon ben, moi je suis juste un vendeur, il faut que tu vois avec le formateur. Et encore pire des fois, et moi c'est ce qui m'est arrivé, le closer il va directement dire à son interlocuteur sur la formation il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors qu'en fait il n'y a pas du tout ça, juste pour vraiment closer la vente, terminer la vente, que la personne au bout du fil se dise ah bon bah super il y a ça, alors qu'en vrai il n'y a pas ça. Et dès que la personne elle a acheté la formation et que par exemple elle voit qu'il n'y a pas ce que le closer a dit, par exemple moi j'ai des élèves qui sont venus vers moi et qui m'ont dit la personne que j'ai eu au bout du fil elle m'a dit qu'il y avait 10 heures de coaching ou bien 5 heures de coaching. Je dis mais j'ai pas du tout ça. Et en fait moi je me suis rendu compte parce que j'ai travaillé justement avec une entreprise qui vendait ma formation et qui utilisait des closers, qu'en fait ces closers-là ils s'en fichaient un petit peu de ce qu'ils disaient, ils vendaient et c'est tout. Tant qu'ils faisaient de la vente c'était bon. Et du coup c'est qui devait assumer le service client? C'était moi qui devais leur dire bah non en fait il vous a dit, il s'est trompé, il vous a dit n'importe quoi, il n'y a pas du tout 5 heures de coaching, il y a 1 heure de coaching, etc. C'est derrière la personne qui a le business en ligne, donc en l'occurrence moi, qui doit payer les pots cassés. Lui le closer, il a fait sa vente, il a pris son argent, derrière il s'en fiche un petit peu, il peut disparaître dans la nature, il y a aucun souci. Également, le closer n'a pas de structure à proprement parler. En général, le profil du closer, c'est une personne individuelle qui n'a pas trop d'éthique, qui veut juste, voilà, on lui promet des choses, on lui promet des ventes à 200, 300 euros. Lorsqu'il va vendre pour 1000 euros, on va lui donner par exemple cette somme-là, 200, 300. Et il dit, bon bah top, super, j'ai pas spécialement de compétences à avoir, je commence. Et en fait, cette personne-là, elle n'a pas de structure. On ne peut pas vraiment lui faire confiance parce que c'est une personne individuelle et sans structure. Elle n'a pas vraiment d'encadrement, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle va dire à nos clients. Donc en fait, pour moi, c'est très dangereux, même en tant que personne qui a un business. Si vous avez un business, je vous conseille absolument pas d'employer un closer. Et si vous employez un closer, prenez une personne de votre entreprise directement. Moi, alhamdoulilah, j'ai toujours fait mes closings tout seul. Donc, quand je dis closing, ça veut dire c'est les gens qui souhaitent prendre un appel avec moi pour voir la formation, comment elle se passe, etc. Et moi, comme je connais ma formation à moi, c'est mes résultats, etc., je réponds à toutes les questions de mes clients sans aucune difficulté. Et justement, je peux me permettre de dire aux clients, bon, bah, la formation ne te convient pas pour ça, pour ça, pour ça, ou bien elle te convient pour ça, parce que je sais que moi, derrière, je vais avoir cette personne-là à charge et que c'est moi qui devrais assumer les pots cassés si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors que lui, le closer, il dit ce qu'il veut, derrière, il n'y aura aucun souci, il ne sera pas inquiété parce qu'il n'a pas de structure de toute façon. Et ça nous amène à l'avant-dernier point qui est que le closer, dans 90% des cas, ne connaît même pas son produit.
Il vend des formations, on lui a dit voilà, c'est une formation comme ça, il va apprendre à faire ça, 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 ça. Et voilà, parce qu'en fait, le closer, il ne vend pas sur le contenu de la formation, mais il vend, comme on a parlé précédemment, sur les peurs émotionnelles de la personne, donc sur l'exploitation émotionnelle. Un closer n'est pas fait pour vous apprendre des choses, il est fait pour vous dire passe à l'action, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, quitte à faire des emprunts, quitte à parfois pour certains closers, ils conseillent de faire des crédits à la banque en disant t'inquiète pas, tu vas rembourser. Et pour moi, c'est vraiment le pire des business en ligne. Et également, comme les autres précédemment, on est totalement dépendant au business. Donc, lorsque la personne pour qui vous vendez la formation va dire bon bah j'arrête de vendre la formation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir passer de vendre une formation de création de site à vendre une formation de copywriting. Vous n'avez fait aucune des deux. Pour moi, c'est un petit peu de la schizophrénie et même on reste totalement dépendant au business au-dessus. Si vous êtes bon en closing, si vous êtes bon en relation avec les gens, faites votre propre formation ou bien apprenez une formation, faites-la en entier et ensuite revendez-la. Et dites-vous qu'il y a des business qui sont entièrement basés sur le closing. Et moi, quand j'ai appris ça, je suis un petit peu tombé des nues. J'avais des connaissances à moi qui ont acheté une formation pour vendre cette formation-là. Donc, en fait, ils ont acheté une formation pour apprendre à faire du closing et vendre cette formation de closing en elle-même. Et quand j'ai appris ça, j'étais vraiment choqué, sachant que le prix de cette formation, il me semble, c'est de 3 000 à 4 000 euros. Et honnêtement, je n'étais pas plus choqué par le business en ligne que par les gens qui sont tombés dedans. C'est la fin de cette vidéo, en espérant vous avoir fait éviter les business en ligne qui sont à éviter pour un musulman. Et là, on pourrait se poser la question, mais là, tu as été négatif, tu nous as parlé des mauvais business en ligne. Quels sont les bons business en ligne? Et bien, bonne nouvelle, j'ai sorti en même temps que cette vidéo, une autre vidéo sur le top 5 des business en ligne que je vais vous mettre, qui va s'afficher dans la description et en haut de la vidéo. Je vous conseille vraiment de la regarder. Bonne journée, salam alaikum.